Salutations chers disciples d'Avan et bienvenue dans notre 42e review consacrée à l'anime Dai no Daiboken. Cet épisode intitulé Les Mortes Terres a été diffusé le 31 juillet 2021 et signe la fin de l'assaut de Mistburn sur Papnica, l'arrivée sur les Mortes Terres et le retour tant attendu du Roi du Mal avec son nouveau corps. Il adapte du chapitre 149 jusqu'au 152e qui clôt ainsi le tome 16 tout en démarrant le 17e volume de la série. Ce 42e épisode marque le retour de Yuji Akamada en tant que directeur de l'animation, que l'on n'avait pas revu depuis l'épisode 30. Il fut accompagné de Mitsuru Nasukawa à ce poste. Sa dernière apparition était sur l'épisode 36. Le storyboard est l'œuvre de Yoshiyuki Kaneko, qui n'en est pas à son coup d'essai sur notre série fétiche. C'est sa 4e participation après les épisodes 21, 29 et 39. La réalisation est de Shigeya Azuki, l'assistant réalisateur de la 6e série Gege no Kitaro, réalise son premier épisode et il a vraiment tout donné pour proposer quelque chose de qualité. Il est enfin temps d'analyser ce 42e épisode et nous pourrons voir ensemble qu'il a de nombreux points forts, mais quelques petites imperfections. Allez, c'est parti. L'épisode débute tandis que Lundberg discute avec Jank, qui ouvre une bonne bouteille à cet effet. Comme nous l'avions indiqué dans notre review précédente, dans le manga, ce dialogue avait lieu peu avant que Dai détruise la forteresse, et l'ordre des scènes a donc été légèrement modifié dans cette adaptation. Le forgeron y explique que bien que la vie d'un démon dure plus longtemps que celle des humains, on peut vivre des centaines d'années tout en ayant une existence vide. Rares sont les occasions de boire un bon cru et il est satisfait de son travail sur l'épée de Dai. Et nous qui pensions que cette scène avait été supprimée en raison de l'alcool. Eh ben, on retourne du côté de Dai suite à sa victoire contre Roche Démon. Le jeune garçon comprend les remarques de Lundberg qui lui avait expliqué que l'épée choisissait les bons moments durant lesquels elle allait accepter d'être utilisée. Sa puissance est telle qu'elle choisit elle-même. Cela est vraiment nécessaire. L'arme est bel et bien animée d'une âme et nous pourrons constater plus tard que cela ne sera pas toujours facile de composer avec son caractère. Alors que la princesse Léona salue Dai, celui-ci part en marchant, ce qui ne manque pas d'étonner la jeune fille. Dans le manga, Dai sautillait et ne se contentait pas de courir, ce qui rendait la scène un peu plus légère. Mais elle comprend quant à elle que si Dai est parti si vite, c'est parce que le reste de la troupe est toujours en plein combat et elle ressent une force malfaisante. Dans la planche d'origine, elle semblait entourée de ténèbres lorsqu'elle prévenait les souverains de son ressenti. Mistburn semble choqué de la défaite de Roche Démon, à tel point qu'il ignore complètement Yunkel lorsque celui-ci lui assène un Kokusen, alors qu'il lui tourne le dos. Attaquer un adversaire de derrière, voilà qui n'est pas une habitude très chevaleresque pour un défenseur de la justice. Dans la planche de base, Shu donnait des conseils au guerrier immortel en lui indiquant de viser plus bas. Cette interaction a disparu, probablement pour laisser un peu plus de rythme à l'action. Une aura de ténèbres pures se dégage alors du corps du légat, et celui-ci se désole de son échec et du terrible déshonneur affligé au seigneur Vern. D'habitude si calme, le légat pète un câble et hurle tandis que la mise en scène nous permet une nouvelle fois d'avoir un bref aperçu de son visage. Pop saisit cette occasion pour lui balancer un Begirama et Mistburn semble arrêter le sort avec son corps avec une superbe reprise de la planche originale. Les dessins à ce moment étaient vraiment très dynamiques avec des effets de vitesse saisissants. L'effet de concentration du sort a bien été retranscrit et c'est une des bonnes réussites de cet épisode. Malheureusement pour nos héros, non seulement la magie n'a aucun effet, mais le terrible légat renvoie le sort sur la troupe. Toute l'équipe est violemment repoussée et on pourra apprécier une grande fidélité lors de cette scène, notamment avec Pop qui endommage une cloison et Shu qui apporte un peu d'humour à la scène en se brûlant le bout de la queue. Crocodile et Yunkel indiquent que le sort de Pop n'a pas seulement été renvoyé, mais aussi amplifié par Mistburn. Il dispose ainsi d'autres pouvoirs que ceux qu'il avait présentés jusqu'à maintenant, ce qui fait froid dans le dos. Le légat décide d'en finir et menace la troupe de retirer sa cape et de les anéantir. Dans le manga, le travail de mise en scène était important à ce moment, avec un changement de fond pour mettre en valeur la nature ténébreuse de Mistburn, ainsi que la nature dangereuse de la situation. Ici, le fond n'a pas été repris, mais
le ciel a largement été obscurci, ce qui permet de bien retranscrire l'ambiance du moment. C'était là-dessus ce qui concluait le chapitre 149 et le suspense était vraiment à son comble. Alors que Mistborn semble montrer sa vraie forme, nous pouvons voir le sceau qui protège sa réelle identité s'effleurer. Tandis qu'une projection de lumière aveugle l'équipe des héros, une attention particulière avait été portée sur les effets de rayonnement des planches d'origine, et les intentions de base sont une nouvelle fois bien reprises. Les dessins de base étaient très réussis pour marquer le passage et la tension était telle qu'on l'on pouvait voir Yunkel en trembler. On aurait pu imaginer que c'est Dai qui viendrait au secours de ses amis, mais contre toute attente, eh bien c'est Kilvern qui intervient pour arrêter Mistborn. Le sinistre assassin porte sa faux à la hauteur de la tête du légat, qu'il stoppe immédiatement son coup de colère et lui dit en anglais « Stop !» Piroro indique en chantonnant que le seigneur Vern serait très fâché si le légat révèle son identité, ce qui respecte la page de base dans laquelle nous pouvions voir les notes de musique. Le mystère qui entoure notre faucheuse préférée grandit encore plus dans cet épisode, et on se demande bien quel terrible secret se cache derrière cette cape pour que cela mérite une telle intervention. Après avoir promis de ne plus jamais reproduire d'impair, le légat se réfugie de nouveau dans son silence. Kilvern va d'ailleurs se moquer de lui en demandant s'il compte encore jouer au muet, tandis que dans le manga, il ne faisait que le penser. Le sinistre assassin va alors prendre congé de nos héros, mais dans cette adaptation, il provoque davantage Pop pour davantage le mettre en rogne, alors que dans le manga, il ne s'adressait pas particulièrement à lui, un ajout plutôt bien pensé par rapport à ce qui va suivre. En revanche, l'équipe responsable de l'épisode a repris la tournure en anglais utilisée par Kilvern avant de partir et qui dit « See you again ». Il s'agit du seul personnage avec Avan qui utilise des tournures avec cette langue en dehors de cette technique. Pop ne supporte pas que les émissaires de l'armée du mal s'enfuient comme si de rien n'était après avoir mis à feu et à sang le royaume et tombe ainsi dans leur piège en s'envolant pour les rattraper. Dans le manga, Pop était vraiment hors de lui et quelques effets ont été repris pour cette montée en puissance, comme le fait de cacher sa tête lors de ses premières réflexions avant de le montrer exploser de colère. Nous avons ainsi le droit à quelques plans inédits au manga de Pop dans le ciel ainsi que Kilvern l'observant derrière lui. Dai débarque pile après que son ami soit parti, et il faut avouer que son arrivée est moins classe que dans le manga, dans lequel il enjambait avec détermination les gravates de la ville ravagée. Yunkel explique la situation au jeune garçon, qui est le seul à pouvoir utiliser l'Ura pour attraper Pop. Dai ne perd pas de temps, et pour aider son ami dans la planche de base, Dai avait un style incroyable avant de s'envoler en serrant son poing, et il est dommage que cela n'ait pas été repris ici. Le plan large lorsque Dai s'envole permet de bien saisir l'ampleur du carnage qui a eu lieu à Papnica, et il faut noter qu'il y a un soin apporté à la réalisation sur les décors de cet épisode, notamment pour présenter de nombreuses maisons éventrées. Mam ne manque pas de relever que Dai est revenu à pied, elle a peur que la puissance du signe de Dai ait été trop consommée lors de son combat précédent. Peu avant de s'évanouir, Yunkel révèle quant à lui que le travail de Kilvern est de surveiller et de tuer les légats qui n'obéiraient pas aux ordres. Ainsi, aucun membre de l'armée du mal ne l'avait encore vu, car sa présence signifie en général la mort de son interlocuteur. De son côté, Pop continue de suivre Mistborn et Kilvern dans le ciel. Cette scène fera d'ailleurs peut-être penser à certains à l'arc Majin Buu dans Dragon Ball Z, lorsque l'équipe tente de retrouver le repère de Babidi via Yam et Spopovich. Dans le manga, le magicien se fait quelques réflexions qui n'ont d'ailleurs pas été intégrées ici. Il se disait qu'il n'arriverait pas à éliminer ses adversaires, mais qu'il trouvera au moins leur base pour pouvoir les attaquer plus tard. D'un seul coup, les deux émissaires du mal disparaissent et Pop comprend que le quartier général des armées du mal n'est autre que les Mortes Terres, un endroit dévasté du nord d'Orzam. Ce passage signe la première moitié de l'épisode et marquait également la fin du volume 16, avec une double page très esthétique. Comme nous avons pu le voir ensemble, ce volume est caractérisé par des fins de chapitres forts en suspense, et ceux-ci ne dérogent pas à la règle. L'attente du volume 17 était insupportable à l'époque. Nous avions le droit à un bonus très sympathique en fin de tome avec les statistiques de Yunkel et Crocodile, dans la plus pure tradition des RPG. On attaque donc le tome 17 à la page d'introduction du chapitre qui était iconique, avec le regard sadique de Kilvern en fond tandis que Pop se préparait au combat. Une page d'introduction qui pouvait faire songer à une plus ancienne où on pouvait voir le regard également sadique de Flatzard et Dai au premier plan.
Le magicien parle tout seul et on apprend que personne n'est jamais revenu de cette terre. Les décors arrivent à bien retranscrire l'aspect désertique du lieu, bien que des plans plus larges auraient pu permettre de mieux mettre en avant son immensité. Pop entend un son de flûte et se retrouve face à Kilvern qui surplombe une colonne de pierre en le regardant froidement. Le personnage est bien présenté, bien que le plan d'origine permettait de mieux mettre en valeur sa hauteur. Le pauvre magicien a à peine le temps de reculer que les gravats lui tombent dessus en lui signifiant la présence de Mizvern. L'assassin lui confie qu'ils ont fait exprès de l'attirer ici à faible allure afin de faire son travail, c'est-à-dire se débarrasser de lui. Kilvern exécute alors un lent mouvement avec sa faux, ce qui semble trancher avec la case du manga dans laquelle une sensation de vitesse était présentée. Pop commence à se douter que quelque chose ne tourne pas rond, et il sent mord les lèvres, ce qui est parfaitement fidèle à la page d'origine. Le visage de Kilvern est aussi très bien repris, et toute la malice et le sadisme du personnage sont respectés dans ce passage assez réussi, ainsi que grâce à son seiyuu. En revanche, le premier coup porté diffère du manga, dans lequel Kilvern portait un coup de faux du haut de sa colonne. Tandis que Pop semblait esquiver avec facilité l'attaque, ici, l'assassin se précipite sur Pop, l'effet le même sur le pauvre garçon qui était certain de l'avoir évité, mais qui se retrouve blessé. Peu de censure a été appliquée par rapport au manga, et on peut voir ainsi une gerbe de sang apparaître. Pop a à peine le temps de comprendre ce qu'il se passe que Kilvern apparaît juste derrière lui. Le magicien lui envoie un sort par réflexe pour se protéger, probablement un Merazoma au vu des effets de la magie. La scène est efficace, toutefois, le fait que Kilvern se soit déplacé pendant son attaque rend son apparition soudaine derrière le dos de Pop moins impressionnante. Dans le manga, l'assassin semble être disposé d'une vitesse incroyable, ce qui est moins mis en avant dans cette partie étant donné qu'il s'est déjà déplacé au préalable. Le corps de Kilvern semble se calciner et pourtant Piroro continue de rire tandis que Mizvern conserve son mutisme. Pop ne voit plus son adversaire et se demande s'il a rêvé. Malheureusement pour lui, notre faucheuse préférée apparaît devant lui pour lui dire que c'est bien plus grave que ça. L'apparition de Kilvern est réussie, toutefois une mise en scène plus travaillée pour faire sursauter le spectateur aurait peut-être été plus efficace. L'assassin continue de faire tournoyer sa faux et Pop finit par comprendre que c'est le bruit produit par cette arme qui produit des hallucinations. La direction de la scène change alors la colométrie afin de ne proposer que du noir et blanc, comme pour refléter la perte d'essence de Pop. C'est une bonne idée et cela reflète bien les planches d'origine dans lesquelles Pop est entouré de fond noir qui souligne son trouble. Kilvern finit par expliquer le secret de sa faux. La flûte de la mort produit des ultrasons à peine perceptibles qui brouillent l'ouïe et la vue jusqu'à supprimer ses 5 sens. Cela fera évidemment penser à la technique du trésor du ciel de Shaka dans Saint Seiya. Le pauvre Pop se débat sans succès, tandis que l'assassin lui explique qu'il a tant progressé et qu'il remonte tant le moral de l'équipe qu'il doit mourir en priorité. La mise en scène prend son temps et Kilvern lève lentement son bras pour en finir avec Pop. Dans le manga, on pouvait voir une case du point de vue de Kilvern dans laquelle le magicien était à 2 doigts d'être tranché. La case suivante affichait alors une case avec un choc pour enfin faire apparaître notre petit Dai, sauvant son ami en contrant l'attaque. Le suspense global de la scène a été maintenu, mais si on souhaitait pinailler, la reprise du choc aurait été la bienvenue pour apporter davantage de tension et se demander si Pop avait vraiment été tué ou pas. Mais ne boudons pas notre plaisir puisque la planche d'origine avec Dai a bien été reprise, notamment à zoom sur son visage très satisfaisant. Nous arrivons ainsi à une scène particulière du manga dans laquelle Dai et Pop se retrouvent tout seuls face à des ennemis de l'armée du mal, ce qui n'était pas arrivé depuis un certain temps. Nous étions habitués à avoir au moins un autre personnage avec eux, mais on revient ici aux sources du manga avec ce duo iconique. Alors que Mizvern souhaite visiblement débuter le combat, Kilvern lui rappelle à quel point Dai est dangereux avec sa nouvelle épée et décide de s'en occuper. Heureusement pour Dai, la flûte ne fait plus effet, ayant été endommagée par son coup précédent. La situation devient très compliquée pour les deux camps, chacun se demande s'il doit achever l'autre ou se sauver, un choix cornélien. Dans le manga, la tension était incroyable, avec très peu de dialogue sur quelques pages et les jeux de regard interminables très convaincants
qui donnait vraiment envie de voir la suite. On se croirait dans un western. L'équipe de l'épisode a réussi à reprendre cette tension et même si la temporalité est difficile à retranscrire dans un anime, il semblait que le rythme général ait été respecté. Au final, c'est Pop et Dai qui décident d'initier l'assaut. La démarche de Pop pourra sembler un peu ridicule quand il s'élance sur eux, mais c'est tout à fait fidèle à la planche d'origine et rappelons qu'il est magicien et pas un combattant. Tout d'un coup, un éclair apparaît et stoppe net le combat. Alors que la lumière se dissipe peu à peu, le visage d'Adlar apparaît. Pop est surpris que l'ancien roi du mal soit toujours en vie, ce qui est une réflexion inédite qui n'existe pas dans le manga. De plus, on peut constater que Zabuera observe également la scène, ce qui semble logique au vu du travail qu'il a réalisé sur le corps de son supérieur. Adlar annonce à Mizvan que sa mutation est achevée et Pop se demande bien ce qui a pu changer. Dans le manga, il ajoutait qu'à part son drôle de casque, il ne voyait pas beaucoup de changements et pourtant, nous allons en voir un certain nombre. Tout d'abord, Adlar va provoquer Dai dans un duel à armes égales et on est loin de l'état d'esprit lâche et fourbe des derniers raids. Le but d'Adlar reste toutefois le même, il souhaite éliminer tous les disciples d'Avan. La planche de base était superbe, avec un regard plein de détermination et de rancœur. L'adaptation est plutôt correcte et enchaîne rapidement avec l'épée de Dai qui brise elle-même son sceau. L'épée aurait-elle senti une puissance assez élevée pour être utilisée ? Le jeune garçon répond à l'appel de son arme et concentre sa puissance et Pop lui demande de se préserver. Mais Dai rétorque que s'il ne s'y met pas à fond, il se fera tuer immédiatement. Adlar exulte et reconnaît bien là son ennemi. Il va enfin pouvoir utiliser son nouveau corps. C'est évidemment une scène que beaucoup de fans attendaient avec impatience, la transformation d'Adlar en Archifélion. Sans être aussi impressionnante que la transformation de Baran, la scène est maîtrisée, notamment avec des jeux de couleurs intéressants. Il faut dire que la mise en scène de base en réalité était assez basique, mais finissait sur un plan large incroyable d'Adlar qui ponctuait la fin du chapitre 152. Les dessins sont magnifiques sans être exceptionnels, et les flammes d'un rouge sombre qui entoure le roi du mal sont du plus bel effet. Cette fin d'épisode sera probablement contenter la plupart des amateurs. Dai arrivera-t-il à vaincre Adlar après avoir donné tant d'énergie contre la forteresse Roche Démon? Nous sommes impatients de voir la suite. L'épisode 41 était une grosse claque et on aurait pu s'attendre à ce que celui-ci soit vraiment moins réussi. Pourtant, force est de constater que l'épisode reste tout à fait correct, bien que la qualité de l'animation et des dessins ne soit pas toujours homogène. Ok. Ceci étant dit, le personnage de Killorn a bien été respecté dans cet épisode, ainsi que les intentions d'origine visant à créer une ambiance hallucinatoire particulière. Ainsi, le piège autour du personnage de Pop a bien été mis en valeur, ainsi que les mortes-terres qui ponctuent un moment clé pour l'aventure, à savoir la découverte de la localisation du quartier général des armées du mal. Les effets de la flûte sur le corps de notre pauvre magicien ont également bien été réalisés, ce qui demeurait un des éléments les plus importants à réussir dans cet épisode. La transformation d'Adlar aurait pu être plus impressionnante, mais reste très efficace et a proposé des couleurs très vives que nous avons hâte de voir en action. Et vous, qu'en avez-vous pensé ? Cette 42e review est désormais terminée, alors si vous aimez nos vidéos, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Sinon, vous pouvez toujours nous suivre sur nos réseaux sociaux respectifs, ainsi que nous rejoindre sur notre Discord dont les liens sont en description. Allez, prenez soin de vous chers disciples d'Avan et à la semaine prochaine, salut!